Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes à la fin du mois de juillet 2025 et nous devons revenir une nouvelle fois sur la guerre menée par l'armée israélienne à Gaza. Toujours sans réaction efficace d'ailleurs de la communauté internationale, le sinistre Netanyahou peut utiliser maintenant l'arme de la famine pour éliminer le peuple palestinien, car c'est bien son intention. Le dispositif d'aide humanitaire qu'il a installé avec l'armée israélienne à Gaza pour soi-disant apporter de la nourriture aux Gazaouis est en réalité un piège qui permet d'éliminer plusieurs dizaines de personnes affamées chaque jour. Alors les images transmises par les derniers journalistes sur place sont impressionnantes. Et les journalistes sont eux-mêmes affamés, c'est ce que nous annonce un responsable de l'agence France Presse en France, qui pourtant est tout à fait objective. Alors, on l'a annoncé tout cela pour la fin du mois de juillet, mais il faut rajouter aussi que des membres des Nations Unies sont affamés et que même la télévision BFM TV daigne enfin en parler. La situation à Gaza qui monopolise l'attention internationale, les déclarations, les condamnations se multiplient. La France et 25 pays, le patriarche de Jérusalem, la chef de la diplomatie européenne et puis le patron de l'ONU qui parle de mort et de destruction sans précédent dans l'histoire récente, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dénonce des attaques qui ont visé ces locaux. Fanny Regnault. L'armée israélienne, pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Dans un communiqué publié notamment sur les réseaux sociaux, le chef de l'agence onusienne dénonce une intervention israélienne dans plusieurs de ses locaux à Gaza et des violences infligées à ses membres. Le personnel masculin et des membres de leur famille ont été menottés, déshabillés, interrogés sur place et contrôlés sous la menace d'une arme. Une incursion de l'armée israélienne dans des quartiers jusqu'à présent épargnés par les tanks de Tsahal qui ont fait des victimes, forçant les habitants à fuir. À Gaza, 2,3 millions de personnes sont dans une situation humanitaire catastrophique selon l'Agence des Nations Unies. La famine sévit dans de nombreuses zones et touche en premier les nourrissons. Cette femme tient dans ses bras un bébé décédé. Il est mort de malnutrition. Sa famille ne pouvait pas le nourrir ni nourrir ses frères et sœurs. Dans les centres médicaux,
Les patients admis pour dénutrition se multiplient. Les enfants meurent de malnutrition, des enfants âgés d'à peine 1 ou 2 mois. Les points de passage sont fermés et il n'y a pas de médicaments, de traitements ou de nourriture. L'état de mon fils prouve ce que vivent les habitants de Gaza. Ce dimanche, au moins 90 personnes sont décédées lors d'une distribution alimentaire suite à des tirs de l'armée israélienne selon la défense civile de la bande de Gaza. Un scénario désormais habituel dans l'enclave. 1000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne lors de distributions alimentaires depuis le mois de mai, selon l'ONU. Israël continue d'utiliser la famine comme une arme de guerre, notamment en tuant plus de 995 Palestiniens attendant de l'aide dans leur propre piège mortel. Comme l'a averti le responsable onusien Tom Fletcher, la faim ne doit pas être contrée par des balles. Ce lundi, 25 pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni, l'Australie ou encore la Belgique, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération des 50 otages israéliens, toujours détenus par le Hamas. Une situation humanitaire catastrophique. On va en parler avec notre invité Achille Després. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Tout d'abord, expliquez-nous ce que font vos équipes sur place à Gaza. Vous occupez d'un hôpital notamment ? Oui, merci de votre invitation. Vous savez, la situation humanitaire à Gaza, comme votre reportage l'a montré, est catastrophique. C'est l'enfer que vivent les populations là-bas. Et nous avons, avec certains de nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un hôpital de campagne à Rafah, qui est une des dernières structures de santé encore opérationnelles dans le territoire. Et pour vous donner une idée, c'est un hôpital qui a 60 lits, mais qui, de manière quotidienne, est en surcapacité. Ça veut dire que de manière quotidienne, on reçoit des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des gens qui viennent, qui sont blessés, ou même qui ont été tués alors qu'ils cherchaient à se rendre à des points de distribution d'aide humanitaire. Depuis la fin du mois de mai, nous avons nos équipes médicales ont traité plus de 3400 blessés par balle ou par explosion d'obus, de personnes qui cherchaient à se rendre pour prendre de l'aide humanitaire. C'est profondément choquant. Depuis la fin du mois de mai, l'ONU donne un chiffre. Elle donne ce chiffre de 1000 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne alors qu'elle tentait d'obtenir de l'aide dans ces distributions alimentaires. C'est un chiffre qui vous paraît correspondre à la réalité ? Écoutez, oui, comme je l'ai dit, cette réalité est profondément choquante. Nous, en tant que Comité international de la Croix-Rouge, nous ne sommes pas présents sur ces points de distribution d'aide humanitaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, depuis fin mai, rien que dans notre hôpital, 250 personnes sont décédées après être arrivées ou juste après des suites de leurs blessures, alors qu'elles déclaraient qu'elles cherchaient à se procurer de l'aide humanitaire. Mais le chiffre global est sans doute plus large, puisque là, on parle simplement du chiffre de notre hôpital. Il y a un hôpital à Gaza qui affirme que en l'espace de 3 jours à peine, 21 enfants sont morts de malnutrition et morts de faim. Il y a une photo d'ailleurs qu'on est en train de montrer, malheureusement, une photo terrible à l'écran d'un adolescent de 14 ans qui est mort de faim. On voit son corps décharné. Il est mort, ça c'est une image qui a été prise aujourd'hui par un photographe de l'AFP à la morgue de l'hôpital Nasser de Khan Younes. La malnutrition, les morts liés à la malnutrition, la famine, c'est une réalité quotidienne à Gaza ? C'est une réalité terrible et cette image est en effet insoutenable. Mais on voit le fait que des personnes, des civils, des enfants arrivent pour chercher de l'aide humanitaire et reviennent en étant blessés ou décédés. Ça montre à quel point il y a un besoin d'accéder à des denrées de base. On parle de personnes qui, pour simplement obtenir un peu de riz, un peu de farine, un morceau de pain, sont blessées par balle. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tellement besoin de cette aide alimentaire qu'ils sont prêts à prendre de tels risques. Je veux répéter une chose importante. Le droit international humanitaire est clair et sans équivoque. Les populations civiles en temps de guerre ont le droit à avoir leurs besoins de base, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir de l'alimentation. Et ça, l'aide humanitaire, l'aide alimentaire à Gaza doit augmenter, elle doit être distribuée surtout de manière à ce que la dignité et la sécurité des populations qui en ont tant besoin soient respectées. Il y a l'ONU qui alerte également sur le risque extrêmement élevé de violations graves des droits de l'homme et de crimes de guerre. Est-ce que vous constatez sur le terrain à Gaza, vos équipes le constatent sur le terrain à Gaza ? Nous, dans le cadre de notre mandat, on a vraiment le rôle de promouvoir le respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire du droit de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les populations civiles n'ont pas à être ciblées. Les populations civiles doivent avoir leurs besoins de base qui sont satisfaits.
et les populations civiles doivent avoir accès à de la nourriture. Nous, on est vraiment en contact avec les belligérants pour que, quand on observe de potentielles violations, on puisse être en dialogue avec elles pour que celles-ci cessent et ne se répètent pas. C'est un travail qui est vraiment le nôtre en tant qu'intermédiaire neutre dans un conflit armé. On apprend aussi le 25 juillet que Israël va autoriser des pays étrangers à larguer de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Jean-Guy Watteau, coordinateur d'urgence des Médecins sans frontières à Gaza, dit ce qu'il en pense. Avec nous en duplex de Gaza, Jean-Guy Watteau, bonjour. Vous êtes coordinateur des actions de Médecins sans frontières à Gaza. On va commencer, si vous le voulez, par les éléments les plus frais. Des informations contradictoires circulent sur le largage d'aide ou l'ouverture par Israël de points de passage de camions. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, une telle opération serait ridicule. On fait des opérations de largage d'aide humanitaire quand l'accès routier est compromis, quand on ne peut pas atteindre les zones où se trouvent les populations. À Gaza, ça n'est pas le cas. Les routes sont là, les camions sont là, la nourriture est là. La seule chose qui empêche suffisamment de nourriture de rentrer à Gaza, ce sont les décisions du gouvernement israélien. Il suffirait d'un seul coup de téléphone du Premier ministre à l'armée pour leur dire de laisser entrer l'aide de façon massive et le problème serait réglé. Plutôt que de faire ça, il semble qu'il souhaite amuser la galerie avec cette opération de communication de largage de nourriture qui serait non seulement totalement inutile, mais potentiellement dangereuse également pour la population, qui est regroupée sur un territoire extrêmement petit, 45 km², 2 millions de personnes. 45 km², c'est la superficie de Compiègne. 2 millions de personnes s'y entassent. Larguer des palettes de nourriture sur une zone comme celle-ci, c'est mettre avec un nouveau système en danger la vie des Palestiniens. Jean-Guy Watteau, MSF n'a eu de cesse de réclamer la fin du siège de Gaza, d'ouvrir les points de passage terrestres, de rétablir l'approvisionnement en nourriture, en eau potable ou encore en fourniture médicale ou en carburant. Rien jusqu'ici qui aille dans ce sens-là. Quelle est votre réaction ce samedi matin? Écoutez, il y a une mortalité très forte, vous en rendez compte tous les jours, votre reportage le montre très bien, qui est liée à la violence, à la fois les bombardements israéliens qui visent des combattants et qui font énormément de dégâts collatéraux, les sites de distribution de nourriture qui sont devenus un lieu de violence également. Qu'est-ce qui se passe sur ces sites-là? Ce sont souvent des jeunes gens, vous en interviewez leur mère, qui s'y rendent au risque de leur vie, qui vont chercher des sacs de farine, et quand ils sont là, l'armée israélienne qui est à portée de tir, les tire comme des lapins, il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai vu hier matin ces jeunes qui sont admis à l'hôpital, beaucoup d'ailleurs on leur a tiré dans le dos, ou quand ils étaient allongés par terre. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, et en plus la situation de pénurie alimentaire qui dure depuis plusieurs mois, eh bien amène les conséquences qu'on pouvait prévoir, c'est-à-dire une famine qui est à la fois assez répartie sur toutes les couches de la population. Les médecins, vos collègues journalistes, les avocats ont également énormément de mal à trouver de la nourriture. Le problème n'est pas seulement qu'elle est très chère, mais qu'elle, certains jours, n'existe pas du tout. Cette famine va créer une nouvelle source de surmortalité parmi la population palestinienne, et on n'en comprend vraiment pas la raison. Et vous dites que l'un de vos collègues a eu à acheter un kilo de riz à jusqu'à 30 €. Jean-Guy Watteau, je vais vous montrer maintenant, si vous le voulez, cette sorte de guirlande de textes réalisés par notre rédaction avec des messages de Médecins sans frontières autour de la situation à Gaza, sur l'impact notamment qu'ont cette dévastation sur la santé mentale des Gazaouis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? Parce qu'apparemment, en plus de la faim, on a des habitants, par exemple, qui marchent et qui parlent tout seuls. On voit les textes se dérouler tels que MSF les a écrits. On parle du syndrome de Gaza. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, les Palestiniens à Gaza, comme tout le monde, sont très attachés à leur terre. Ils sont attachés à la terre qu'ils ont dû fuir il y a 80 ans, leur famille. Ils sont attachés à la terre où ils se sont réfugiés, à Gaza. Et aujourd'hui, ils n'ont
qu'un souhait, c'est de quitter cette terre, c'est de s'enfuir de cet enfer, n'importe où, pourvu que ça cesse. C'est ça aujourd'hui l'état d'esprit d'une grande majorité des Palestiniens de Gaza. Malheureusement, on les en empêche. Ils n'ont pas le droit de sortir de Gaza. Ils ne voient pas d'issue. Ils ne voient pas de cessez-le-feu arriver. Ils ne voient pas d'autorisation de sortie du territoire arriver. Donc oui, ils sont dans un état physiologique déplorable, hein, on en parlait, et dans un état psychologique dramatique. Vous parlez d'anéantissement psychologique de masse. Comment se manifestent les troubles qui sont constatés, Jean-Guy Watteau? Il se manifeste de manière très visible. Quand vous allez dans la rue et que vous voyez les gens aller chercher de l'eau, aller chercher de la nourriture ou juste errer sans but, vous voyez physiquement la souffrance dans leur regard. Vous voyez également, évidemment, qu'ils sont très affaiblis physiquement, mais cette souffrance dans le regard des gens, elle est très marquante. Est-ce que, pour dire les choses très clairement, on n'est pas en présence d'un risque d'annihilation tout simplement d'une génération telle que vous l'expliquez? Oui, tout à fait. Écoutez, vous avez la destruction d'une grande partie de Gaza, de toutes ces infrastructures, de tout ce qui permet la vie, les infrastructures de transport, les champs, tout ça est détruit sur une large partie du territoire. Les Palestiniens sont aujourd'hui regroupés dans une toute petite zone. L'objectif, si j'en crois les déclarations du gouvernement israélien, est de les regrouper au sud de la bande de Gaza, de les y entasser avant de les expulser, Dieu sait où, en Indonésie ou en Libye. Il s'agit évidemment de supprimer le peuple palestinien de cette région du monde. Les faits sont là, les déclarations sont là, je crois que personne ne peut en douter. Jean-Guy Watteau, dans ces conditions, permettez-moi cette question peut-être un peu personnelle, comment est-ce que vous allez, comment est-ce qu'une organisation comme MSF arrive à aider quand ses membres sont eux-mêmes dans le dénuement? Écoutez, je fais ce métier depuis 30 ans à travers les conflits à travers le monde, mais rien ne m'avait préparé à ce que je vois ici. J'ai visité hier les salles d'urgence de l'hôpital Shifa, le plus grand hôpital de Palestine, qui est détruit à moitié et pour le reste qui est absolument débordé de patients blessés qui viennent soit des sites de distribution, soit des sites que l'armée israélienne a bombardé. Ils sont dans un état déplorable. Beaucoup sont très jeunes, hein. C'est quand même très marquant. Et moi, je suis sorti de là avec le cœur retourné. Ce sont des visions d'horreur qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, même dans les conflits les plus durs que vous avez pu couvrir également ces dernières décennies. On va se quitter par ces images de manifestations de solidarité à travers le monde. Hier, il y en a eu au Liban, il y en a eu aux États-Unis, notamment devant le siège de l'ONU. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Écoutez, un peu d'espoir, même si on voit bien qu'elles n'ont que peu d'effet sur le gouvernement israélien, qui, encore une fois, détient toutes les clés pour soit faire perdurer cette crise abominable, soit pour permettre de commencer à la résorber. Et quand je vois toutes ces populations dans les pays riches, dans les pays sûrs qui se mobilisent, une chose peut-être moins ambitieuse mais très utile serait que ces pays-là, la France par exemple, puissent accueillir toutes les personnes qui sont en train de mourir faute de soins. Votre reportage en parlait, 13 000 personnes qui sont identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, qui ont besoin de soins qu'ils ne pourront pas obtenir à Gaza et qui sont en attente d'un pays d'accueil pour qu'on puisse les leur prodiguer. Merci beaucoup, Jean-Guy Watteau, pour votre témoignage ce samedi matin sur France 24. In the heart of the dust where the olive trees weep, a story of courage, a promise to keep. The whispers of children, a song on the breeze, a prayer for the morning, for a moment of ease. The rubble-strewn streets, a canvas of grey, but the spirit of Palestine will not fade away. From the camps of Rafah to Jenin's strong stand, we see your resilience, we're holding your hand. We are here for Gaza, our world standing
standing tall. We are here for Palestine, we'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea, for the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza, our voices will rise, a symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine, with every beat of our heart. Until justice prevails, we will not stand apart. The headlines may flicker, the world looks away, but the truth of your struggle is brighter than day. The fisherman's prayer on a sea turned to red, the baker who shares his last portion of bread, the medic who races through alleys of fear, wiping away a lone terrified tear. These aren't just stories, they're letters of light, a testament to your unwavering fight. We are here for Gaza, a world standing tall. We are here for Palestine, we'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea, for the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza, our voices will rise, a symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine, with every beat of our heart. Until justice prevails, we will not stand apart. They can build up their walls, they can rain down their fire, but they can't break the will or the burning desire for a home where the laughter of children can ring, for the songs of the free that the future will bring, for every displaced soul, for every life that's been lost. We will carry your memory, whatever the cost. We are here for Gaza, a world standing tall. We are here for Palestine, we'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea, for the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza, our voices will rise, a symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine, with every beat of our heart. Until justice prevails, we will not stand apart. We are here for Gaza. We are here for Palestine. We are here till you are free. Alors comment faire pour arrêter la folie meurtrière d'une armée génocidaire, l'armée israélienne? Il est difficile d'être témoin d'un drame humanitaire exceptionnel et de ne pas pouvoir agir. Les médias commencent à parler plus souvent des manifestations de protestation dans le monde et surtout des communautés juives de plusieurs pays qui élèvent la voix pour protester contre les actions du gouvernement israélien à Gaza. Le journaliste Slimane Zegidou fait le point sur TV5 Monde. Contre les actions du gouvernement israélien à Gaza sont de plus en plus nombreuses, et ce, au sein même des communautés juives de plusieurs pays. Bonsoir, Slimane Zegidou. Bonsoir. Avec un mouvement qui prend de l'ampleur, dont vous allez nous parler, Not in Our Names, qui signifie « pas en notre nom ». Écoutons d'abord la déclaration de Richard Wagman, le président d'honneur de l'Union française juive pour la paix. À l'heure du génocide qui se déroule devant nos yeux à Gaza, à l'heure de la purification ethnique en Cisjordanie occupée et à l'heure de l'expulsion des Palestiniens de Jérusalem-Est, nous disons pas de crime en notre nom. L'État d'Israël a tourné le dos à nos traditions juives universelles. Alors nous, pour notre part, nous tournons le dos à l'État d'Israël. Et nous renouons avec une longue tradition juive en faveur des droits humains, de la justice sociale et de la paix.
Voilà, Richard Wagman est le président d'honneur, donc, et le fondateur, il y a 30 ans, de l'Union française juive pour la paix, qui est la section française d'une organisation juive internationale de juifs qui militent pour la paix et la coexistence. Alors, il se déclare antisioniste. Il faut dire que l'antisionisme est aussi vieux que le sionisme et les communautés juives, au départ, étaient essentiellement en Occident contre l'idée sioniste qu'elles considéraient comme une option parmi d'autres. La plupart optaient pour l'assimilation, aller en Amérique. Mais le 15 juin, entre le 13 et le 15 juin dernier, s'est réuni à Vienne le premier congrès juif antisioniste. Ils avaient choisi Vienne, ces délégués, 1000 délégués juifs et non juifs, étaient venus à Vienne parce que c'était la ville natale de Theodor Herzl, le journaliste austro-hongrois qui avait conçu l'idée d'un État juif, qui était le précurseur de l'État d'Israël. Pour dire quoi? Ce n'est pas pour dire que cet État ne devrait pas exister, qu'il devrait être mis au banc de la communauté internationale. C'est juste pour dire que 77 ans après avoir été créé, cet État qui devait être un État exemplaire, n'est-ce pas, d'un peuple qui a été pourchassé, persécuté, est aujourd'hui, sous nos yeux, devant les caméras du monde entier, a des pratiques avec un gouvernement où se trouve une extrême droite des suprémacistes qui tiennent un langage qui rappelle les années 30 les plus sombres en Europe et qui provoquent la mort de gens, d'enfants qui mutilent tous les jours. Ils se disent, ne faites pas ça en notre nom, parce que la droite en Israël prétend agir au nom des Juifs, de la Bible, de la Torah. Et c'est ce que ces Juifs du monde entier, notamment des États-Unis, en France et ailleurs, disent non, et reproche aux Européens et aux Américains de soutenir ce qu'il y a de pire dans les comportements du gouvernement israélien. Alors bien sûr, il y a des pacifistes qui veulent exprimer leur soutien au peuple palestinien et qui prennent des risques en s'embarquant sur des bateaux d'aide humanitaire en direction de Gaza. Ces actions sont bien sûr symboliques car ils savent que l'armée israélienne ne leur permettra jamais d'atteindre le territoire qui le maintiennent sous blocus. Mais l'objectif est surtout de dénoncer des actions meurtrières du gouvernement israélien et de maintenir la pression sur les États occidentaux pour les obliger à agir. À l'Union pacifiste, nous soutenons bien sûr ces actions non violentes qui sont moquées souvent par les responsables politiques, mais qui ont une influence sur les opinions publiques. La flottille de la liberté, composée de plusieurs navires, a été créée en 2010 pour essayer de briser le blocus de Gaza mis en place par le gouvernement israélien depuis 2007. Le Madeleine, qui a quitté Catane en Sicile le 1er juin 2025 avec un équipage de 12 membres, dont la militante pour le climat suédoise Greta Thunberg et la députée européenne française Rima Hassan, a été intercepté par la marine israélienne le 9 juin 2025 en toute illégalité dans les eaux internationales. Le Mandala, le troisième navire engagé dans la flotte de la liberté pour Gaza en 2025, a quitté le port de Gallipoli en Italie le dimanche 20 juillet 2025 avec à son bord 18 militants pro-palestiniens, 3 journalistes, dont 6 ressortissants français, parmi lesquels 2 députés, Gabriel Catala et Emma Fourreau. Le navire Andala a bien sûr été intercepté par l'armée israélienne dans la nuit du samedi 26 juillet, toujours illégalement, toujours dans les eaux internationales. L'équipage était composé de ressortissants d'une dizaine de nationalités françaises, italiennes, américaines, britanniques, suédoises, tunisiennes, marocaines, irakiennes, australiennes et espagnoles. Et pourtant, aucun gouvernement de ces pays, pourtant bien informé des intentions pacifiques de l'équipage, n'est intervenu pour protéger le navire. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a même qualifié l'initiative de la flottille d'irresponsable le lendemain de leur départ. Alors, voici ce que disait Emma Fourreau, 4 jours après le départ, aux journalistes de l'Humanité qui l'interrogeaient en mer. Vous parliez de Jean-Noël Barrot, je montre le tweet dont vous parliez juste avant. Il vous dit « Les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, y compris aux députés LFI. Se rendre à Gaza est dangereux, strictement déconseillé et ne peut contribuer en rien à résoudre la catastrophe humanitaire en cours sur place. » Qu'est-ce que vous lui répondez au ministre des Affaires étrangères ?
que son tweet est une folie. Déjà, il renverse la charge de la responsabilité. Au lieu de dire que c'est Netanyahou qui serait en train de violer les droits de l'homme, en train de violer le droit international, ce serait en fait l'équipage qui serait irresponsable de se rendre à Gaza. Et en plus, il nous parle de catastrophe humanitaire. Ce n'est pas une catastrophe humanitaire qui a lieu à Gaza, c'est un génocide. Il n'est même pas capable de mettre les bons mots sur la situation, il n'est même pas capable de menacer Netanyahou en disant si vous touchez aux ressortissants français, si vous touchez à nos élus, si vous touchez à l'équipage, alors il y aura des sanctions extrêmement fortes. Il n'est même pas capable de dire ça. Et d'ailleurs, les sanctions ne devraient même pas attendre le Handala. Les sanctions devraient être là depuis le début du génocide. Mais on voit qu'il ne fait rien ni pour la population palestinienne, ni pour les ressortissants français. Donc on voit bien qu'il est du côté Netanyahou et que Netanyahou, il enfreint le droit international tous les jours. La France s'en rend complice, notamment lorsque Netanyahou survole notre espace aérien sans être arrêté. Donc nous dire que les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, nous ce qu'on répond c'est que c'est le droit international qui s'applique à tous, y compris à lui, y compris à la France. Je vois beaucoup de messages dans le chat qui vous demandent comment vous allez, qui demandent un peu des nouvelles de la flottille. Comment vous allez? Ça fait donc 5 jours que vous êtes parti dimanche, je le disais. Comment se sont déroulés ces premiers jours? On reviendra après sur le départ et sur les sabotages, mais pour l'instant, comment s'est passée la traversée? Pour le moment, tout se passe bien, la mer est calme, on a une très belle équipe. C'est le moment où aussi on peut échanger beaucoup avec des activistes du monde entier qui ont mené des campagnes extrêmement impressionnantes. On a notamment Chris qui, lui, a gagné contre Jeff Bezos dans une affaire sur Amazon, qui est donc un leader syndicaliste. Donc c'est une personne extrêmement inspirante, mais on a aussi des juristes palestiniens, américains. On a vraiment tout un tas de profils hyper intéressants et donc c'est très précieux de pouvoir échanger avec eux pendant la traversée. En tout cas, pour l'instant, nous, tout se passe bien. Il n'y a aucun incident. La mer est calme. On garde notre cap sur Gaza. On est tous très déterminés, très sereins parce qu'on sait pourquoi on est sur ce bateau. On sait pour qui on est sur ce bateau. Donc, il n'y a pas la place au doute. De toute façon, on est là, on est en mer et on espère bien atteindre Gaza parce que c'est le seul objectif qu'on a, c'est Gaza. Et on ne compte pas être arrêté par Israël. Et si Israël nous arrête, ce sera évidemment parce qu'il enfreint le droit international et qu'on ne nous aura pas suffisamment protégés. Et c'est pour ça que je relance un appel à mobilisation pour vraiment continuer la pression sur Emmanuel Macron, sur les autres chefs d'État qui ont des ressortissants à bord, sur l'Union européenne pour protéger la traversée parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir briser ce blocus et donc le fait que ce bateau puisse arriver à Gaza, ce serait un très bel élan d'espoir parce qu'on reçoit énormément de messages tous les jours de Palestiniens de Gaza qui disent nous attendre, qui disent à quel point ce bateau, pour eux, symbolise un grand espoir. On reçoit des vidéos aussi d'enfants qui se filment avec leur portable où il y a des photos de l'équipage, donc on sait que ça parle aux premières personnes concernées et donc nous on est là pour amplifier la voix des Palestiniens, on n'est pas là pour se substituer à leur lutte parce que le peuple palestinien lutte depuis bien longtemps et d'une manière extraordinaire qui doit tous nous inspirer, mais nous on est là pour faire notre part et donc ça permet d'être très serein sur ce bateau et d'être très content d'être ici. Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, émission dans laquelle nous parlons aujourd'hui du bateau Handala de la flottille de la liberté pour Gaza. Bateau, navire, qui a été une nouvelle fois intercepté par l'armée israélienne dans les eaux internationales. L'eurodéputée insoumise Emma Fourreau nous a parlé de l'équipage international et c'est cet aspect de cette action non violente qui est très intéressant pour nous. En effet, tout au long de la navigation, une journaliste a eu la bonne idée de faire régulièrement le portrait d'un membre de l'équipage. Alors pour commencer par Emma Fourreau, nous apprenons que c'est la plus jeune députée du Parlement européen, elle a 25 ans, et elle a cofondé une association de sensibilisation aux menaces écologiques qui pèsent sur l'océan. En mars 2023, alors qu'elle participe à un rassemblement contre l'adoption de la réforme des retraites, elle fait partie des 292 personnes interpellées et placées en garde à vue. Élue députée européenne en juin 2024, elle se fait remarquer d'emblée au Parlement européen pour son engagement pour la libération de Paul Watson, militant écologiste et fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Elle est aussi active dans le domaine de la défense des services publics et notamment dans le département où elle a grandi, le Calvados. Alors, c'était un portrait donc de Emma Fourreau, il y en a un autre, c'est le portrait de Cléo Fiona Loden. Cléo Fiona Loden est franco-britannique, scientifique de formation, ancienne collaboratrice des Nations Unies. Cléo Fiona Loden
a rejoint les équipes de l'ONU en octobre 2023 comme chargée de mission au sein du bureau de l'institution pour les affaires de développement et elle a travaillé sur plusieurs dossiers, dont un en lien avec la mission justement du Andala, les droits de l'enfant, la sécurité alimentaire et les appels à la responsabilité internationale. Pour aller jusqu'au bout de son engagement, estimant que les institutions ne font pas assez, elle démissionne de l'ONU en juin dernier pour rejoindre la coalition de la Flottille de la Liberté et contribuer à briser le silence institutionnel alors que les Palestiniens de Gaza continuent d'être bombardés quotidiennement. Elle dit « Je crois toujours au droit international, je crois toujours à la Charte des Nations Unies, mais Gaza n'est pas une crise humanitaire, c'est le reflet de ce que nous tolérons, de ce que nous normalisons, de ce que nous devenons lorsque nous détournons le regard. » Alors, après donc le portrait de Cléo Fiona Luden, il y a un autre portrait intéressant d'une autre femme d'ailleurs, et voici donc ce portrait de Justine Kampf. Justine Kampf est infirmière, étudiante en médecine. Elle dit « Je suis portée par un désir profond d'utilité sociale et d'engagement pour la justice et la dignité des populations. » Originaire de Valenciennes, Justine est infirmière de formation. Elle est en 4e année de médecine à la faculté de Lille. La crise du Covid au centre hospitalier de Valenciennes a été, dit-elle, un déclencheur l'incitant à un engagement humanitaire, domaine dans lequel elle va s'investir dorénavant intensément. Cette jeune infirmière, discrète, qui ne doit pas avoir encore 30 ans, multiplie les missions avec Médecins sans frontières. Alors, elle y est allée d'abord au Congo, dans la province d'Ituri, dévastée par la guerre et les violences, puis à la frontière franco-italienne pour apporter des soins aux populations migrantes, qui sont bloquées, comme on le sait, par la douane française. En 2023, on la retrouve au Togo avec 2 camarades étudiantes, Zoé et Louise. Elles mènent une mission dans un dispensaire rural. Elles y apportent 200 kilos de matériel médical et scolaire financé par une cagnotte locale. Elle y revient ensuite à 2 reprises et elle indique dans les rares entretiens qu'elle donne que ses missions l'ont transformée. Elle dit « Elles me rendent plus humaine, plus tolérante, plus patiente, j'y apprends énormément. » Justine Kampf ne pouvait rester silencieuse face aux crimes subis par le peuple palestinien. Elle compte donc apporter son savoir-faire de soignante et son expérience au service des populations de Gaza et notamment de l'enfance. In the shadow of the wall, where the dust clouds rise, a story of a people reflected in their eyes, broken homes and scattered dreams, a world of black and white, but a flicker of a spirit burns ever so bright. Through the bitter taste of sorrow and the chill of winter's night, a melody of laughter, a beacon in the fight. Oh, the Palestine smile, a flower in the sand, a defiant bloom of hope in a wounded, weary land. It's the strength in a mother's gaze, the courage in a child, a testament of spirit that cannot be defiled. Though the tears may fall like rain and the heart may bear the scar, the Palestine smile remains a bright and shining star. They speak of olive branches, of roots that run so deep, of lullabies for little ones who struggle to find sleep. The scent of za'atar in the air, a taste of what was lost, a memory of sunshine, whatever be the cost. From the bustling streets of Ramallah to the shores of the blue sea, a nation's souls whispering, we'll one day be free. Oh, the Palestine smile, a flower in the sand, a defiant bloom of hope in a wounded, weary land. It's the strength in a mother
Après cette deuxième chanson de la jeune musicienne palestinienne Rumbiana, intitulée « Nous sommes ici en Palestine », nous reprenons les portraits de quelques membres de l'équipage du navire de la flottille de la Liberté pour Gaza qui a été intercepté le 26 juillet 2025 par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Parmi les membres de l'équipage du Handala, l'équipage international, il y avait le docteur Ji Young, 29 ans, canadien. Le docteur Ji Young déclare « Ce n'est pas une crise humanitaire à Gaza, c'est un génocide, enraciné dans des décennies de blocus. » Originaire de Yuhang en Chine, le docteur Yuang Ji est issu d'une famille ayant émigré au Canada alors qu'il était enfant pour s'installer à Waterloo dans l'Ontario. Il a grandi dans cette ville sur le territoire traditionnel des peuples neutrales. Et son CV d'ailleurs, souligne la journaliste, est impressionnant. Après un baccalauréat en sciences de la santé avec spécialité santé mondiale à l'université Master en 2016 à Wellington en Ontario, il se spécialise dans le travail des inégalités systémiques qui affectent les communautés autochtones. Il poursuit ses études à la faculté de médecine de l'université d'Ottawa, obtenant le diplôme de médecin en 2020 et reçoit le prix Anne Hamberg pour l'excellence académique couplée à sa sensibilité aux questions de santé communautaire de réfugiés. Il complète ensuite sa formation par un master santé et comportement social et il pratique son métier de docteur dans les hôpitaux d'Ottawa et dans un centre communautaire de réfugiés. Il a été délégué jeunesse officiel du Canada lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2020 et au conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé. Fin 2023, il est suspendu de son programme à l'université suite à ses prises de position en faveur de la Palestine. Puis il est réintégré d'ailleurs sans aucune autre explication. Il part en tant que médecin pour apporter une aide à Gaza, notamment avec des médicaments et prothèses pour enfants amputés, largement insuffisants compte tenu des besoins gigantesques, avec ce chiffre d'ailleurs effarant, effrayant, quelques 4000 enfants palestiniens ont été amputés à Gaza. Alors ça c'était donc le portrait du docteur Ji Young. Il y a un autre membre de l'équipage qui s'appelle Ange Sahuké. Il a 27 ans, il est ingénieur en génie électrique. Et il dit « J'ai ressenti très tôt le besoin d'être utile ». Il est originaire de Laverne de Sévénéac, village de l'Aveyron. Il fait partie de l'équipage du Handala et c'est un retour rapide sur son parcours de globe-trotter, de la solidarité et de l'écologie. En effet, Ange Sahuké fait partie de ces jeunes citoyens qui n'hésitent pas à vivre leur engagement sur le terrain tout en poursuivant ses études. Ce jeune ingénieur en génie électrique s'intéresse particulièrement à l'accès à l'eau potable dans les pays en voie de développement. Il suit un cursus scolaire remarquable au collège et lycée de Rodez. Il a un bac C, un bac S en poche. Il poursuit des études d'ingénieur en génie électrique à l'INSA, Institut national des sciences appliquées à Lyon. Avec déjà un intérêt marqué pour la transition écologique, il rejoint ensuite Centrale Supélec et l'université Paris-Saclay où il prépare sa thèse portant sur des systèmes de pompage d'eau alimentés à l'énergie photovoltaïque destinés aux pays en développement. Il suspend temporairement ses études, on appelle cela une période de césure, pour rejoindre le golfe de Californie et participer pendant près d'une année à bord de l'ONG Sea Shepherd à une mission de protection du marsouin vaquita, espèce en danger critique d'extinction, il n'en reste d'ailleurs que quelques dizaines, résultat du piégeage dans des filets de pêche illégaux. Alors c'est une opération, dit-il, délicate et un peu qui ne correspond pas tout à fait à du tourisme, tant la mission réalisée
et dangereuse avec les autorités mexicaines. Il assurera ensuite des missions plus courtes en Inde et en Finlande. Son engagement est profondément ancré dans le soutien des droits humains, la justice et la solidarité internationale. Alors, c'était donc le portrait d'Ange Sahuquet. Et il y a un autre portrait intéressant, c'est le portrait de Bob Saburi. Bob Saburi est un ancien militaire, citoyen américain et israélien. C'est le vétéran de la flottille, il a 82 ans. Bob Saburi est un citoyen avec la double nationalité américaine et israélienne. Il réside près de Saint-Louis dans le Missouri et il se rend régulièrement en Israël. C'est un ancien combattant américain très actif dans la défense de ses concitoyens déportés et qui veut mettre d'ailleurs fin à leur expulsion. Bob Saburi est juif et se qualifie, entre guillemets, sioniste en voie de guérison. Il milite en direction de la communauté juive, entre guillemets, parlant ouvertement du génocide. Nous avons passé des décennies à dire plus jamais, mais nous le justifions. Il est depuis 3 ans engagé dans toutes les missions de la flottille. Bob Saburi, après le 7 octobre 2023, se rend en Cisjordanie pour apporter un soutien sur le terrain et participer à la protection des populations civiles palestiniennes face aux opérations militaires. Et au sein du Andala, il est présenté comme un observateur international. Donc il s'agissait de Bob Saburi, ancien militaire, citoyen américain et israélien. Et voici maintenant ce que répondait la députée Emma Fourreau aux journalistes de l'Humanité au 4e jour de navigation sur le Andala. Nous, c'est surtout une action politique qui est là pour briser le blocus, pour dénoncer le blocus qui est en place depuis 2007. C'est le 37e navire qui va vers Gaza. Donc, on n'est pas là pour dire qu'on fait une mission humanitaire pour combler les besoins à Gaza. C'est pas ça. Et par ailleurs, nous, notre revendication, c'est justement que Gaza n'ait plus besoin d'aide humanitaire. Parce qu'avant même le 2023, c'était 80% de la population palestinienne à Gaza qui dépendait de l'aide alimentaire. Et évidemment, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une vie pour les Palestiniens. Ils veulent être en capacité de subvenir à leurs propres besoins, ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que Netanyahou détruit systématiquement les terres. Aujourd'hui, maintenant, il empêche aussi l'accès à la mer, donc les Palestiniens ne peuvent plus pêcher. Mais l'objectif, c'est avant tout une mission politique pour briser le blocus. On sait bien que ce bateau à lui seul ne va pas pouvoir subvenir aux besoins actuels. C'est avant tout une mission politique et évidemment, on ne va pas venir les mains vides, donc on charge un maximum le bateau avec ce qu'on peut, mais on a bien conscience que c'est insuffisant. Eh bien, on pourrait atteindre la bande de Gaza le dimanche. Et donc, si on est intercepté, ça peut arriver le samedi, voire même dès le vendredi, mais je pense que ce sera plutôt pendant le week-end, si ça arrive. Et nous, on a bon espoir de réussir à dépasser le point d'interception du Madlin et évidemment à continuer jusqu'à Gaza. Quelqu'un demande si vous êtes attaqué par l'armée israélienne, allez-vous jeter en mer vos téléphones? Avez-vous une solution pour lutter contre le brouillage des réseaux lors des attaques ou une autre solution possible? Oui, dès lors qu'on aura l'alarme et qu'on saura que les forces d'occupation israéliennes s'approchent du bateau, on a consigne de se débarrasser de nos portables, nos ordinateurs. Évidemment pas en les lançant parce que ça peut être vu comme une menace pour les soldats israéliens, mais bien en le laissant glisser le long de la coque du bateau pour pas qu'ils prennent ça pour un projectile et qu'ils ouvrent le feu sur nous, qu'ils soient en tout cas agressifs. Mais oui, on va pas garder nos appareils électroniques une fois qu'ils arrivent. Oui, on a des exercices tous les jours. D'ailleurs, je peux pas vous garantir que ça n'arrive pas là pendant la visio, mais effectivement, pour avoir les bons réflexes, il faut que ce soit répété quotidiennement, y compris quand on sait qu'il n'y a pas de danger, pour être sûr de réagir correctement quand il y aura un véritable danger. Donc, on a des exercices toute la journée, on a des briefings pour voir comment chacun se sent, pour discuter de comment est-ce qu'on va agir si jamais les soldats israéliens viennent à bord. Donc, on a cette partie-là de la journée qui est occupée par les entraînements. Ensuite, on a aussi les tâches de ménage parce qu'un bateau qui est sécurisé, c'est un bateau qui est propre. Parce que si jamais on se fait attaquer quand il y a plein de saletés par terre et qu'on glisse dans tous les sens, évidemment, ça menace un peu plus notre sécurité. Donc, on a aussi le fait de nettoyer les toilettes, de débarrasser le bateau de tout ce qui traîne, de faire la vaisselle, de faire à manger. Donc, ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, le reste du temps,
soit on fait une sieste pour pouvoir être en forme, soit on lit des livres, soit on discute entre nous. Enfin, on s'ennuie pas en soi, il y a beaucoup de choses à faire sur ce bateau. Comment on fait pour continuer à se battre, pour garder espoir et puis pour pas se sentir impuissant face à ce qu'il se passe? Je ressens très souvent aussi ce sentiment d'impuissance et de ne pas savoir quoi faire et de se dire que notre lutte est vaine. Mais je pense qu'au contraire, ce que l'on fait a un impact. La mobilisation des peuples dans le monde entier, déjà, ça réchauffe les cœurs des Palestiniens qui sont connectés, qui nous voient interagir avec eux, qui nous voient les soutenir. Et il ne faut pas sous-estimer aussi cet impact parce qu'ils sont physiquement extrêmement isolés. Mais le fait de pouvoir voir qu'il y a de la solidarité partout dans le monde avec le peuple palestinien, c'est quelque chose qui les aide aussi à tenir, qui les aide à mener leur combat sur place. Mais aussi, le fait de mettre la pression sur les chefs d'État, ça a un impact parce qu'ils sont quand même sensibles à l'opinion publique. Et donc, si on leur fait comprendre qu'ils vont payer extrêmement cher leur inaction, alors ça peut les pousser un petit peu. Évidemment, ce sera toujours trop lent, ce sera toujours trop tard. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait eu des annonces au niveau européen pour dire est-ce qu'on va réviser ou non l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, c'est le fruit de la mobilisation. Au final, ils ont été lâches et ils ont décidé de perpétuer cet accord d'association. Mais je pense que si on met la pression encore plus, physiquement dans la rue, sur les réseaux sociaux, eh bien, ça peut quand même faire la différence. Moi, je pense vraiment qu'il faut continuer à se mobiliser, que la situation serait encore pire s'il n'y avait pas eu de sursaut des peuples. Donc, c'est extrêmement important de ne pas baisser les bras, même si je comprends très bien que ce soit facile d'être en proie au désespoir parce qu'on voit ces images et on sent qu'on ne peut rien faire. Mais je pense que la pression, c'est notre outil. La pression populaire est un moyen de faire avancer les choses. Beaucoup de messages. Y compris même au Parlement européen, on voit des différences parce que pendant des mois et des mois et des mois, le Parlement européen refusait de parler de génocide, refusait de débattre, ne serait-ce que de débattre sur la question palestinienne. Et il y a quelques semaines, on a eu notre premier débat avec dans l'intitulé le mot génocide. Alors évidemment, c'est une victoire symbolique, mais ça permet d'avancer petit à petit. Et je pense qu'on va réussir à faire plier nos dirigeants parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Et donc on compte sur vous pour relayer tous les jours ce qui se passe à Gaza, c'est important. White dust in the air, a bitter taste. Another day, a life laid waste. Empty bowls and hollow eyes. Underneath these Gaza skies, whispers soft of what used to be. A stolen home, a broken key. Oh, dear Palestine, your children weep, while shadows long and hunger deep. In Gaza's cage, the spirit strains through bombing nights and pouring pains. A silent cry, a fading plea for freedom's dawn and dignity. The sun beats down on crumbling stone. A mother sigh, a child alone. No bread to share, no milk to pour. Just echoes haunting every door. The world looks on or turns away as hope grows dim with each new day. Oh, dear Palestine, your children weep, while shadows long and hunger deep. In Gaza's cage, the spirit strains through bombing nights and pouring pains. A silent cry, a fading plea. يا فلسطين العزيزة أطفالك يبكون بين الظلال طويلة والجوع عميق. في أقفاص غزة تتعب الروح في ليالي الغصف وآلام الغرق. صرخة صامتة نداء خافت من
of laughter, light, and running free. But walls close in and gates are shut. A future stolen, dreams are cut. Oh, dear Palestine, your children weep, while shadows long and hunger deep. In Gaza's cage, the spirit strains through bombing nights and pouring pains, a silent cry, a fading plea for freedom's dawn and dignity. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu une chanson récente de la musicienne palestinienne Rimbiana et un témoignage de l'eurodéputée Emma Fourreau sur le navire Andala en route pour Gaza. Le navire, comme vous le savez, a été intercepté illégalement par l'armée israélienne dans les eaux internationales et les membres de l'équipage ont été kidnappés et arrêtés en Israël. Parmi ces membres, il y avait des personnages intéressants dont une journaliste à bord a fait des mini-portraits. Je pense qu'il est important d'ailleurs de citer les noms de ces pacifistes qui ont pris des risques pour briser le blocus de Gaza et dénoncer le génocide du peuple palestinien. Alors, on va en nommer quelques-uns. Je vais par exemple vous nommer Vigdis Bjørkvan, qui est norvégienne, qui est une retraitée de 70 ans. Alors elle dit « Je ne veux pas que ma petite fille me dise un jour « Grand-mère, tu n'as rien fait ». Alors qu'est-ce que fait Vigdis Bjørkvan à bord? Elle a une responsabilité logistique essentielle, elle assure la cuisine pour un équipage de 18 personnes et elle est entièrement bénévole. Vigdis est une vétérante des luttes pour les droits des Palestiniens depuis 1978. Elle a participé à plusieurs missions, notamment celle récente du bateau Conscience, bateau de la flottille de la Liberté, début mai 2025, d'ailleurs une mission qui a été totalement passée sous silence par les médias. En effet, le Constance est un navire important long de 68 mètres. Il a quitté Bizerte en Tunisie avec une trentaine de militants, dont Vigdis Bjørkvan, et un chargement de fournitures humanitaires. Le 29 avril 2025, il jette l'ancre à l'est de Malte et dans la nuit du 1er mai, alors qu'il est encore à l'ancre, le bateau est frappé peu après minuit par des missiles lancés à partir de 2 drones israéliens. Les projectiles visent les générateurs du navire. Au moment où la communication est perdue, les drones tournent toujours au-dessus du navire. Alors bien sûr, le bateau est très endommagé, il est victime d'un incendie et d'une brèche dans la coque et risque le naufrage. Après un lancement de signal de détresse, Chypre et l'Italie portent secours au navire et à son équipage. La mission humanitaire en direction de Gaza doit être abandonnée, mais il n'y a pas de blessés. Alors immédiatement, la flottille de la Liberté décide une nouvelle opération humanitaire. Ce sera l'opération Madeleine. Ce qui change dans cette mission, c'est une volonté de la médiatiser pour la protéger. La présence à bord d'une personnalité politique, notamment Rima Hassan, députée européenne de la France Insoumise, et de la militante écologiste Greta Thunberg, mais aussi de journalistes qui relaient en direct toutes les informations sur la traversée, permet à cette opération de sortir de l'anonymat et nous permet aussi de veiller sur eux.
Alors bien sûr, Vigis Borvan, grand-mère courage, entre guillemets, est évidemment sur le Madeleine. Et vous savez d'ailleurs que grâce à la médiatisation, la flottille du Madeleine a pu être reprise, ressoutenue à terre lorsque justement Rima Hassan est revenue en France et notamment à Paris. Alors un autre membre de l'équipage, c'est Franck Romano. Franck Romano est un avocat franco-américain. C'est l'avocat qui porta la plainte des Palestiniens jusqu'à la Cour pénale internationale. Alors il dit « Nous ne sommes pas des gouvernements, nous sommes des gens qui agissent là où les institutions ont échoué. Nous ne reculerons pas. » Alors il est membre, Franck Romano, des barreaux de Californie et de Marseille. Il est également professeur de droit à l'université de Paris 10 Nanterre, et il a une formation d'avocat international. Il était à Ramallah en 2018, où il a recueilli sur le terrain des témoignages sur toutes les formes de violence faites aux Palestiniens. Il est arrêté, il a croupi quelque temps dans les geôles israéliennes et il s'en est sorti de façon assez rocambolesque. Alors il doit quitter le pays mais décide de rester clandestinement à Ramallah pour terminer son travail. Il rédige une note juridique pendant cette période. Il rentre ensuite en France et dépose une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis par Israël. Sa plainte est officiellement reconnue par la procureure de la CPI en décembre 2020 et une enquête est ouverte en mars 2021. Elle a depuis été étendue aux crimes réalisés après le 7 octobre 2023. Alors chacun connaît la suite, malgré les pressions de l'État d'Israël, les inculpations pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre ont été réellement notifiées. Alors là, c'était donc le mini-portrait de Franck Romano. Alors on va encore en citer un autre, c'est Christian Smalls, 37 ans. Il est fondateur du premier syndicat des travailleurs Amazon aux États-Unis. Alors lui, c'est un ouvrier syndicaliste américain connu à l'international pour avoir fait plier le géant Amazon. En 2020, il est licencié d'un entrepôt pour s'être insurgé contre la politique sanitaire et les conditions de travail, pendant la pandémie notamment du Covid-19. Alors il mobilise ses collègues devant l'arrêt de bus qui fait face au bâtiment, puis devant la villa de Jeff Bezos. Alors il crée le Congrès of Essential Workers, Congrès des travailleurs essentiels, puis l'Amazon, l'Arbor Union en avril 2021 qui connaît un développement spectaculaire. Amazon va mobiliser un énorme budget pour empêcher l'implantation du syndicat, 15 millions de dollars paraît-il, avec interdiction d'entrée des responsables syndicaux dans les entrepôts, menaces de perte de salaire, surveillance, etc. Mais leur syndicat, donc Amazon Labor Union, défend aujourd'hui les droits des milliers de travailleurs aux USA et le quotidien L'Humanité lui a consacré un portrait en 2022, puis son directeur Fabien Gay l'invitera à la fête de l'Humanité en 2023. L'occasion a été pour lui donc de rencontrer des responsables de la CGT. Alors concernant sa participation à la flottille pour la liberté, Christian Smalls indique entre guillemets, le siège de Gaza est un crime contre l'humanité, financé, armé et protégé politiquement par les États-Unis. Des milliers de civils palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été massacrés, affamés et déplacés avec le soutien total des États-Unis. Alors bien sûr, il faudrait nommer d'autres membres de l'équipage, on ne va pas pouvoir tous les nommer bien sûr. Bon, je voudrais simplement signaler encore la présence à bord de Antonio Picierella, qui est italien, de Antonio Maseo, qui est italien également, de Hatem Aouni, qui est tunisien, de Mohamed El Bakali, qui est marocain, de Santiago González Vallejo, comme on dit, qui est espagnol, lui, et puis de Ouad Al-Massa, qui est un journaliste d'Al Jazeera.
Alors, tous ces militants, bien sûr, espéraient atteindre Gaza, comme le disait d'ailleurs Emma Fourreau, un journaliste de l'Humanité, alors qu'elle était encore en mer le samedi 26 juillet 2025, soit à 200 km des côtes palestiniennes. Où êtes-vous exactement ? Là, on est à moins de 200 km des côtes palestiniennes, donc à moins de 200 km de Gaza. On approche vraiment du but, c'est notre 7e jour de navigation. On est sur le point de dépasser le point d'interception du Madlin, donc on est confiant et on espère vraiment que la mobilisation pourra protéger cette dernière portion à franchir pour qu'on puisse arriver à Gaza, livrer l'aide humanitaire et dénoncer le blocus. Vous devriez atteindre Gaza demain, donc là en fait c'est les prochaines heures sont cruciales, soit vous atteignez la bande de Gaza demain, soit vous êtes intercepté sûrement dans la nuit. Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus, potentiellement des informations sur l'armée israélienne ou pas du tout ? Tout va effectivement se jouer cette nuit, soit on est intercepté, soit on peut atteindre Gaza, donc on espère vraiment que ce soit la deuxième option qui prime, mais on a effectivement des informations qui nous parviennent, comme quoi évidemment l'armée israélienne compte intercepter le bateau. Les indices convergent vers le fait que ça serait forcément aujourd'hui et de préférence ce soir, parce que quand on regarde les différentes flottilles précédentes, les interceptions étaient quasiment toujours le soir, parce que forcément c'est une atmosphère plus anxiogène pour l'équipage et c'est plus facile pour les bateaux israéliens de se déplacer incognito quand il fait nuit. Est-ce que si vous êtes intercepté, est-ce que c'est un échec pour vous personnellement, mais pour la flottille et pour le Handala en général ? L'objectif premier, prioritaire et le seul objectif, c'est d'arriver à Gaza. Si on est intercepté, je pense que le Handala va quand même jouer son rôle dans le fait de parler continuellement de la Palestine, y compris, on a des messages de Palestiniens qui suivent le Handala. Là, il y a quelques heures, j'ai un médecin de Gaza qui a partagé un visuel en disant All eyes on Handala, ce qui est absolument magnifique parce que lui, il est en train de souffrir de la famine, des bombes. Et il trouve encore la force de nous soutenir, nous, alors que en soi, nous, ce qu'on vit est très facile par rapport à ce que vivent les Palestiniens à Gaza, mais déjà de voir l'espoir que ça sollicite, de voir la mobilisation que ça sollicite, pas que en France, pas que dans les pays où il y a des ressortissants du bateau, mais bien en Palestine, ça montre quand même que ça vient quelque chose, qu'on porte un message politique, qu'on dénonce le blocus, qu'on dénonce le génocide et qu'on dénonce l'inaction ou la complicité des États. Donc quoi qu'il arrive, tout ce qu'on a traversé a déjà été utile, mais évidemment, on veut aller jusqu'au bout, on veut aller à Gaza. Mais déjà, si on arrive aussi à dépasser le point d'interception du Madlin, ça veut dire qu'on aura réussi à pousser un bateau un peu plus loin, et ça veut dire que le prochain pourra peut-être aller encore plus loin. Donc quoi qu'il arrive, on sait que ce qu'on fait est juste et nécessaire, mais évidemment, l'objectif c'est Gaza. L'objectif c'est Gaza, a déclaré l'eurodéputée Emma Fourreau à bord du Handala. Malheureusement, comme tout le monde le sait, le gouvernement israélien n'a jamais respecté le droit international depuis la création même de l'État d'Israël, et l'armée israélienne ne s'est pas gênée, bien sûr, pour investir le navire dans les eaux internationales avec des hommes lourdement armés dans la nuit du samedi 26 juillet 2025. Alors, sur France Inter, le directeur de cabinet d'Emma Fourreau raconte. Avec nous pour en parler, Noé Gauchard, directeur de cabinet d'Emma Fourreau. Merci d'être en ligne avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui s'est passé exactement il y a quelques heures à bord de ce navire ? Oui, bonsoir. Eh bien, comme vous le voyez sur les images que vous venez de diffuser en ligne, on a perdu le contact à un moment donné avec les personnes qui étaient à bord puisqu'elles ont jeté leur téléphone pour éviter qu'ils soient interceptés par l'armée israélienne. Ensuite, on a pu suivre, comme vous, en direct, ces images diffusées par les caméras qui étaient à bord du bateau avant que les soldats israéliens ne les voient et ne les interceptent. Vous voyez quand même la violence des images, c'est-à-dire qu'on a à bord 21 personnes sans défense, les mains en l'air, et des soldats surarmés qui arrivent sur le bateau et puis ensuite qui coupent les images. Donc on ne sait pas ce qui se passe depuis 23 heures au moment où la communication a été coupée. On n'a plus aucune nouvelle des membres de l'équipage. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le bateau a bien été intercepté alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales ? Finalement, c'est le même scénario qu'avec le Madlin. Absolument, le bateau se trouvait dans les eaux internationales à 100 km précisément de la bande de Gaza. Il s'est d'abord dirigé vers les eaux égyptiennes pour voir si les bateaux d'Israël continuaient à le suivre, et effectivement les bateaux continuaient à le suivre. Il a donc ensuite repris sa route vers Gaza. Il faut rappeler que l'armée israélienne n'a absolument aucun droit dans cette partie, c'est-à-dire que ce sont des eaux internationales. Elle n'a aucun droit
dans les eaux qui longent la bande de Gaza, puisqu'elle n'a pas le droit d'occuper la bande de Gaza, et elle n'a aucun droit, encore moins dans les eaux internationales. Donc cette arrestation est un kidnapping et purement illégal. Et c'est pourquoi on demande aujourd'hui la libération immédiate des 21 membres de l'équipage, dont les députés, effectivement, Gabriel Catala et Mafuro, et qu'on s'adresse à Emmanuel Macron et à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, pour demander non seulement leur libération immédiate, mais pour demander aussi à ce qu'Israël cesse immédiatement son blocus de la bande de Gaza, qui est absolument illégal et qui est en train d'affamer la population gazaoui. Il y a des personnes qui meurent de faim chaque jour là-bas, et cela est le fait de la volonté du gouvernement et de l'armée israélienne, et il faut que ça cesse immédiatement. C'est ce que voulait faire ce bateau, mais théoriquement ce n'est pas à ce bateau et ce n'est pas à des civils de le faire, c'est au gouvernement, et en particulier au gouvernement français. Et que peut justement aujourd'hui Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot ? Et puis, il faut aussi faire pression grâce aux Nations Unies pour ouvrir la frontière, puisqu'il y a des camions humanitaires qui sont bloqués à la frontière, notamment la frontière entre l'Égypte et Gaza, que l'armée israélienne bloque et ne laisse pas entrer. Et vous voyez bien les annonces de ce soir où Israël fait semblant de vouloir à nouveau laisser entrer de l'aide humanitaire. Ça prouve bien qu'ils étaient en train de la bloquer. Et l'armée israélienne a communiqué sur l'arrestation du bateau en disant il tentait de briser le blocus de Gaza. Donc l'armée assume elle-même mettre en place un blocus sur la bande de Gaza. C'est absolument illégal, et ça, évidemment que le gouvernement français a les moyens de faire pression pour faire en sorte que l'aide humanitaire d'abord puisse arriver à Gaza. Est-ce que à ce stade, vous avez déjà des nouvelles des occupants du navire, et notamment des Mafuro ? Est-ce qu'il faut s'attendre au même dénouement que pour l'eurodéputé Rima Hassan le mois dernier ? Absolument, on n'a aucune nouvelle. On n'a absolument aucune nouvelle. De fait, si on suit le même schéma, le bateau devrait être transporté jusqu'à un port en Israël, mais on n'en a absolument aucune certitude. Il faut quand même rappeler que c'était le 37e bateau de la flottille de la Liberté. C'était le 2e cette année, mais c'était le 37e depuis la création de la flottille en 2010, après le début du blocus de Gaza en 2006. Il y a des bateaux pour lesquels ça s'est beaucoup moins bien passé. Il y a des bateaux sur lesquels il y a eu des morts. Il y a des bateaux sur lesquels l'équipage a vraiment été maltraité. Donc on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé avec le Madeleine, et c'est pourquoi il faut demander aux citoyens et aux citoyennes absolument d'interpeller leur gouvernement, en l'occurrence pour nous le gouvernement français, mais les gouvernements des 10 pays dont les ressortissants du bateau étaient membres, puisque voilà, on n'a aucune certitude sur leur état de santé, sur la manière dont ils sont traités actuellement par les soldats israéliens. Là, les images que vous diffusez actuellement de soldats surarmés sur le bateau laissent à craindre des traitements assez dégradants. Donc effectivement, on demande à avoir des nouvelles au plus vite. Le mardi 29 juillet, date à laquelle nous enregistrons l'émission, nous apprenons par une information de l'AFP que sur les 21 passagers du Andala kidnappés par l'armée israélienne dans les eaux internationales et emprisonnés en Israël, Bob Suberi et Ouaidi Araf, qui possèdent la double nationalité israélienne et américaine, ont été libérés. D'autres passagers ont accepté d'être expulsés d'Israël immédiatement, comme la députée française Gabriel Catala, et d'autres passagers ont entamé une grève de la faim en prison. C'est l'ONG israélienne Adala qui a aidé les passagers du Andala et qui déclare « Les audiences se sont terminées à la prison de Givon concernant le maintien en détention des 14 volontaires qui se trouvaient à bord du navire Andala et qui ont refusé une procédure d'expulsion accélérée. » L'un des militants américains, Christian Small, a fait état de violences physiques durant son interpellation, tandis que d'autres ont décrit de mauvaises conditions de détention. Les militants ont déclaré au tribunal qu'ils poursuivaient une grève de la faim ouverte pour procéder contre leur détention illégale. Et toujours l'ONG Adala a souligné devant le tribunal que la détention prolongée de civils emmenés de force en Israël depuis les eaux internationales, alors qu'ils tentaient de briser le blocus de Gaza et de livrer de l'aide humanitaire, constitue une violation flagrante du droit international. Mais enfin, Israël n'en est pas, bien sûr, à sa première violation du droit international. Alors, quand même, la société israélienne commence à prendre conscience du désastre humanitaire que son gouvernement a provoqué à Gaza. Et c'est d'ailleurs ce qu'a révélé un reportage du journal Arte le 28 juillet. Israël mène un génocide à Gaza. Ce constat implacable émane d'un rapport conjoint de deux associations israéliennes,
pilier de la défense des droits humains. Le résultat de semaines d'enquête a été rendu public ce lundi. La société civile israélienne est de son côté de plus en plus divisée. Un récent sondage indique que près de 3/4 des Israéliens veulent la fin de la guerre. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Uri Schneider. Solidarité oblige, c'est dans le quartier palestinien de Jérusalem-Est que B'Tselem et Médecins pour les droits humains tiennent leur conférence de presse du jour. Politiquement, les deux grandes ONG israéliennes sont très à gauche et leur analyse de la guerre à Gaza est sans appel. Israël commet un génocide à Gaza. Ce crime doit cesser immédiatement. L'action de l'armée israélienne correspond exactement à la définition du génocide. Une attaque coordonnée visant à la destruction d'un groupe ethnique. Une accusation que presque tous les Israéliens rejettent avec force. Au contraire, une majorité croit que l'armée israélienne fait tout pour protéger les civils dans son combat contre le Hamas. Et pourtant, selon un récent sondage, 3/4 des Israéliens sont contre la guerre aujourd'hui. Ils estiment qu'elle était nécessaire au début, mais qu'il est temps d'en finir pour que les otages puissent enfin rentrer chez eux. On a tout essayé. On a frappé de toutes nos forces. On a bombardé Gaza. Ça a coûté la vie à un grand nombre d'otages. C'est terrible. La seule solution, c'est de se retirer de Gaza pour sauver les otages. Nous devons mettre fin à cette guerre et rappeler nos jeunes soldats et nos réservistes. Ce qu'ils vivent là-bas, personne ne devrait avoir à le vivre. On aurait dû arrêter tout ça il y a 1 an et demi. On aurait pu épargner tellement de vies, celles des otages, mais aussi celles des Palestiniens là-bas. On ne veut rien d'autre que la paix entre nos deux peuples. Toutefois, la plupart des Israéliens ne souhaitent pas savoir ce qui se passe à Gaza. Les images de la famine, diffusées quotidiennement par les chaînes européennes, n'apparaissent que depuis quelques jours dans les médias israéliens. Explication du sociologue Moti Regev. Dès lors que des journaux européens conservateurs pro-israéliens faisaient leur une avec des photos terriblement choquantes de la famine à Gaza, les médias israéliens ne pouvaient plus fermer les yeux et ne pas en parler. Et ça met quelque chose en branle au sein de la société. Quelques centaines d'Israéliens manifestent semaine après semaine en brandissant des photos d'enfants palestiniens. Une petite minorité, mais après presque 2 ans de guerre, à Tel Aviv aussi, on commence peu à peu à percevoir les souffrances des Gazaouis. Il est plutôt rassurant d'apprendre qu'après plusieurs dizaines de mois de guerre à Gaza, une petite partie de la société israélienne prend conscience des souffrances du peuple palestinien. Mais cela ne suffit pas encore pour arrêter un génocide. Tant que les pays occidentaux qui ont créé l'État d'Israël l'ont armé, l'ont soutenu, malgré ces violations constantes du droit international depuis 1948, tant que les pays occidentaux ne prendront pas les mesures nécessaires pour imposer une politique de paix, le peuple palestinien continuera à être éliminé, comme l'ont été les Indiens d'Amérique et les aborigènes d'Australie et bien d'autres que je ne cite pas. Nous allons terminer cette émission Civis Pacem avec une chanson de Rim Anna. Qui est Rim Anna? Rim Anna est une voix célèbre de la Palestine et du monde arabe. Elle déclare « Je ne suis pas radical, je dis la vérité telle qu'elle est dans ces chansons. Les destructions des villages palestiniens, les sièges israéliens contre les villes de Gaza et en Cisjordanie. Israël a chassé des millions de gens de chez eux et occupe nos terres. Mes chansons racontent comment ils tuent les enfants innocents avec leurs bombardements, ainsi que le sort de plus de 11 000 prisonniers politiques, dont 500 enfants. » Et elle ajoute « C'est pour les Gazaouis que je veux chanter, même au péril de ma vie. Je veux aller dans les hôpitaux rencontrer ceux qui sont réduits à manger des graines pour animaux. C'est cette réalité que je veux faire connaître. Je refuse d'être étiquetée comme palestinienne d'avant 1948, la création de l'État d'Israël. Je ne suis ni de 1948 ni de 1967. 1967, c'est le début de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. » Et elle ajoute « Je suis une Palestinienne tout court.
Je n'appartiens ni à un lieu, ni à une ville, ni à un quartier. Je suis aussi bien de Galilée que de Cisjordanie, de Gaza ou de Jérusalem. Je ne veux même pas être classifié comme simple artiste. Je me vois comme une combattante, plus qu'une artiste. Mon arme, c'est ma voix. الله أصبح لاجئا يا سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد وباع الكنيسة فهي من أملاكه وباع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي لا تعتذر من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهام حقل محمد أنت الذي قتل الربيع فبيدري غضب يهز وثورة لم تخمدي أنت الذي لغمت يداك حدائقي ونسفت موسم لوزها المتورد وجبلت نوابا لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبدي وأردتني عبدا يباع ويشترى وأردتني يأسا يعيش بلادتي لا تنفعل هذا الكلام بلا فم لا تنذعر هذا الكلام بلا يد أنا لو عصرت رغيف خبزك في يدي لرأيت منه دمي يسيل على يدي الله أصبح لاجئا يا سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد وباع الكنيسة فهي من أملاكه وباع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد
حتى